Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième cours du module physique des composants semi-conducteurs 2. Et cette présentation porte sur la structure MIS. Comme d'habitude, voici quelques références et sites que vous pouvez consulter. Pour commencer, voici le plan de la présentation. On commence par voir les techniques de réalisation de la structure. Ensuite, on aborde la structure MIS idéale qui nous facilite d'aborder la structure MIS réelle. Dans cette première partie, on va voir un peu les techniques de réalisation de la structure. La structure MIS est un empilement de 3 couches, un métal, un isolant et un semi-conducteur. Notons que dans le cas où l'isolant est l'oxyde de silicium, la structure est appelée structure MOS, c'est-à-dire métal oxyde semi-conducteur. Cette structure peut être réalisée selon les étapes suivantes. Donc, à partir ou sur le substrat silicium, donc, on fait croître une couche mince diélectrique dont l'épaisseur va de 400 à 1000 angstroms, soit par pulvérisation cathodique ou oxydation thermique, ou par dépôt par CVD. Par la suite, on dépose sur cette couche électrique l'électrode métallique, dite gris, donc soit par évaporation thermique ou par évaporation par faisceau d'électrons, ou bien par pulvérisation cathodique. Enfin, on élabore sur la face arrière du substrat semi-conducteur un contact unique qui nous permet de polariser le semi-conducteur par rapport à la grille. Donc, dans cette deuxième partie, on va traiter la structure MIS idéale. C'est quoi une structure MIS idéale? C'est une structure qui répond aux conditions suivantes. Les bandes du semi-conducteur sont plates, en l'absence d'une polarisation électrique, comme on le voit ici. L'oxyde est dépourvu de charge électrique, c'est-à-dire un oxyde idéal. Absence d'état électronique appelé état d'interface. Ici, une interface entre l'isolant et le semi-conducteur. Si on a présenté le diagramme de bande des structures MIS idéales, donc vous constatez que les bandes sont plates, elles ne sont pas courbées, et le niveau de Fermi est plat dans toute la structure, que ce soit pour le cas où le semi-conducteur est de type N ou de type P. Lorsqu'on polarise la structure, donc on va avoir plusieurs régimes. Donc, si on prend par exemple un semi-conducteur de type N, et on applique une tension positive à la grille. Dans ce cas, donc, le champ électrique il est orienté, comme il est indiqué ici sur le schéma. Par conséquent, les électrons vont s'accumuler ici à la surface, à l'interface entre l'isolant et le semi-conducteur. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle régime d'accumulation. Donc, cette charge négative qui apparaît ici à l'interface isolant-semi-conducteur est équilibrée du côté de la grille métallique par une charge. Donc, la somme des charges ici à l'interface et dans le métal, donc est égale à 0. Quand on inverse la polarisation de la grille métallique, donc le champ sera dans ce sens, et par conséquent, les électrons accumulés au départ ici donc, vont être repoussés vers le volume du semi-conducteur, et donc cette zone sera désertée ou dépeuplée, donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle régime de dépeuplement. Maintenant, si on applique toujours une
une tension négative à la grille, mais qui devient de plus en plus importante en valeur absolue. Donc, la courbure du bande ici à l'interface s'accentue. Donc, il arrive un moment où la bande de valence ici devient plus proche du niveau de Fermi que la bande de conduction. Donc ici, il va y avoir accumulation de trous, et puisqu'il y a accumulation de trous, et le niveau de Fermi est plus proche de la bande de valence, donc c'est comme il y a inversion du semi-conducteur qui était N, et maintenant il est devenu ici à l'interface comme un semi-conducteur de type P. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le régime d'inversion. Et donc, l'inversion commence lorsque la concentration en surface est égale à la concentration du porteur des trous à liquide. Ici, un résumé des différents régimes de polarisation, que ce soit pour le semi-conducteur P ou le semi-conducteur de type N. Donc, vous voyez les régimes d'accumulation. Ici, pour le semi-conducteur de type N, est obtenu pour une polarisation positive de la B, alors que pour un semi-conducteur de type P est obtenu pour une polarisation négative. On va maintenant essayer de voir un peu comment évolue la caractéristique de la structure en fonction de la tension de polarisation. Donc, en régime d'accumulation, nous avons vu, par exemple, ici on prend le cas d'un semi-conducteur de type P, donc il y a une accumulation de trous par là et une accumulation d'électrons ici à l'interface métal isolant. Donc ici, la structure se comporte comme un condensateur plomb dans cette région d'accumulation, et le métal joue le rôle des deux plaques métalliques. Et donc, ici, la capacité sera la capacité d'un condensateur plomb avec l'oxyde comme isolant. Et vous voyez ici que la capacité de la structure est équivalente à la capacité d'un condensateur plomb, où ici, la région entre les plaques est remplie par l'ison. Maintenant, si dans le cas où la tension appliquée ou la DDP appliquée à la grille est nulle, donc on va tomber sur le régime des bandes plates, et donc on a une capacité qui s'appelle la capacité de Flatman, régime des bandes plates. Dans le régime de désertion de dépeuplement, ici il y a l'isolant et la région de zone de charge d'espace ici, puisqu'elle est dépeuplée. Donc, il y a la mise en série de deux capacités, celle de l'isolant et celle de cette région de charge d'espace dans le semi-conducteur. C'est la raison pour laquelle la capacité est la somme de deux capacités en série. Maintenant, dans le régime d'inversion, donc il y a par ici l'inversion du semi-conducteur. Donc il y a accumulation du trou par ici, il y a une charge positive ici dans le métal. Et dans ce cas, puisqu'il s'agit pas de porteurs majoritaires, donc la réponse de ces porteurs ici du semi-conducteur, la réponse dépend de la fréquence du signal appliqué. Si le signal appliqué à une fréquence basse,
Donc, ces porteurs peuvent suivre l'évolution du signal et on retrouve la situation de l'accumulation, donc et la capacité, retrouve sa capacité d'isolant. Par contre, si ces porteurs, par contre, si plutôt la fréquence du signal est grande, est élevée, donc si le porteur n'arrive pas à suivre l'évolution ou les variations du signal, donc qu'est-ce qui va balancer la charge qui apparaît ici dans le métal, donc c'est la zone de charge d'espace. Et là, on va avoir la capacité minimale de la structure qui est la mise en série de la capacité de l'isolant et celle de la zone de charge d'espace du semi-conducteur. C'est le résumé donc de la évolution de la capacité en fonction de la tension de polarisation. Ici, c'est le cas d'un semi-conducteur de type N. Donc, vous voyez dans le régime d'accumulation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la capacité de l'isolant qui est pratiquement constante de régime d'accumulation. Lorsqu'on arrive à la tension zéro, donc c'est la capacité des bandes plates. Et lorsqu'on inverse la polarisation, donc, il y a la contribution de la zone de charge d'espace du semi-conducteur avec l'isolant. Et la capacité équivalente, c'est la mise en série de deux capacités. Et par conséquent, la capacité totale diminue. Lorsqu'on s'approche des régimes d'inversion, donc tout dépend, comme on l'a dit, du signal de la tension appliquée. Donc, si la fréquence est élevée, donc on va avoir, si la fréquence est élevée, donc on va avoir la branche appelée branche haute fréquence. Par contre, si la fréquence du signal est basse, donc on va retrouver la branche de l'accumulation. Donc, c'est le régime d'inversion basse fréquence ou le régime d'inversion haute fréquence. Donc, pour retrouver, pour faire des calculs et obtenir les expressions de différentes capacités, il faut tout d'abord déterminer l'expression du champ électrique. Et pour déterminer l'expression du champ électrique, il faut résoudre l'équation de Poisson. Donc, lorsqu'on résout l'équation de Poisson, donc on trouve cette expression pour le champ électrique. Où LD, c'est ce qu'on appelle la longueur de base. Une fois l'expression du champ est connue, donc on peut déterminer l'expression de la charge dans le semi-conducteur, dans la région d'espace. Et on trouve cette expression. La présentation graphique de cette charge est illustrée par cette figure. Donc, là, dans le régime d'accumulation, donc la charge dépend de ce terme, donc elle décroît exponentiellement. Et là, lorsqu'on s'approche des régimes de désertion ou de dépollution, les termes exponentiels donc, sont négligeables. Et ce terme-là, bêta psi, qui domine, et puisqu'il y a la racine ici, donc ça évolue comme racine de psi. Bon, lorsqu'on dépasse le régime de faible inversion, on pénètre dans le régime de grande inversion, de forte inversion. Donc, c'est ce terme plutôt qui il domine, donc, et la charge augmente exponentiellement. À partir de, donc, une fois la quantité de charge, la densité de charge est connue, donc on peut accéder
aux différentes capacités de l'isolant, la capacité de la région d'espace, de la zone de charge d'espace dans le semi-conducteur à basse fréquence et à haute fréquence, comme dit donné par ces expressions. Pour les capacités bande plate et les capacités de désertion, donc, qui sont données par ces expressions. Pour une représentation graphique de la capacité de la structure à basse fréquence en fonction de la tension, donc, il y a un ensemble de 6 étapes qu'il faut suivre dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, on choisit un ensemble de valeurs discrètes adéquates pour le potentiel de surface CS. Et pour chaque valeur de CS, on doit calculer la charge de l'appareil dans la zone de charge d'espace de semi-conducteur. Une fois la quantité de charge est connue pour chaque valeur de CS, donc, on peut calculer la tension ou la DDP retenue par l'isolant. Donc, c'est à partir de la quantité de charge dans la zone de charge de semi-conducteur. Une fois V est connu, donc, et CS aussi, donc on peut avoir la valeur de la tension appliquée à la grille pour chaque valeur du potentiel de surface. Une fois ces paramètres sont déterminés, donc on peut calculer pour les mêmes valeurs de CS la capacité du semi-conducteur et la capacité de la structure. À partir des valeurs discrètes de CVG, on peut donc tracer la capacité basse fréquence qui a cette ici. Donc, dans l'accumulation, vous avez la capacité semi-conducteur est négligeable. Il n'y a que la capacité de l'isolant qui domine. Par contre, ici, dans cette région de déplacement et de forte inversion, donc il y a les deux et ça tend ici vers un minimum. Quand on s'approche de l'inversion, donc la capacité de la structure tend vers la capacité de l'isolant. Maintenant, on va aborder la structure réelle. Donc, c'est quoi la structure réelle? C'est la structure pour laquelle on va s'affranchir des hypothèses simplificatrices admises pour la structure NOS idéale qu'on vient de voir. Donc, dans ce cas, on va considérer que les travaux de sortie du métal et du semi-conducteur ne sont pas égaux. Il y a des états à l'interface isolant semi-conducteur, donc les états d'interface ne sont pas nuls. Et aussi, l'oxyde n'est pas idéal, donc il contient des charges électriques. On va voir l'effet de ces différents paramètres sur la structure, sur la capacité de la structure. Donc, lorsqu'il y a une différence de travaux de sortie, les bandes ne sont plus plates, comme le cas idéal, mais elles sont déjà courbées même avant l'application de la tension externe. Donc, pour retrouver le régime des bandes plates, il faut appliquer une certaine tension qu'on appelle le flat band, positive ou négative, selon la situation, selon le signe de cette différence ici. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe pour la caractéristique CDV? Donc, elle subit une translation selon l'axe des tensions. Pour l'effet des charges dans l'oxyde, tout d'abord, on doit voir la nature de ces charges. Donc, il y a des charges ioniques mobiles, des charges figées dans l'oxyde, il y a des charges fixes dans l'oxyde,
et des charges piégées ici à l'interface entre l'isolant et l'oxyde. Donc, ces charges sont dues lors du procédé de nettoyage, de la réalisation de cette couche d'oxyde. Bon, pour l'influence de ces charges sur la caractéristique soulevée, donc, notons que leur influence dépend de leur position dans l'oxyde, et plus elles sont proches de l'interface isolant-semi-conducteur, plus leur influence est importante. Et pour retrouver la charge équivalente ou toutes ces charges qui existent dans l'oxyde, donc elles peuvent être déduites à partir de cette expression, donc à partir de la translation de la caractéristique CW par rapport à la caractéristique CW idéale. Donc, l'effet des charges dans l'isolant, c'est comme celui de l'effet des travaux de sortie, de la différence des travaux de sortie. Donc, il introduit une translation de la caractéristique CW selon l'axe de tension avec une quantité V flat ben 2 donnée par cette expression. Maintenant, on passe à l'influence des états d'interface. Donc, tout d'abord, il faut voir l'origine de ces états d'interface. Vous savez, à l'interface ici, entre le silicium et l'oxyde, il y a des liaisons qui restent pendantes, c'est-à-dire ne sont pas saturées. Il y a des impuretés adsorbées à la surface du semi-conducteur. Donc, bien d'autres charges qui sont ici à l'interface. Si ces charges qui existent ou ces états à l'interface, donc, ils peuvent jouer un rôle lors de la polarisation de la structure, selon qu'elles sont vides, partiellement vides ou pleines. Donc, lorsqu'on change la polarisation, donc, ces états vont intervenir et donc ils vont affecter la structure idéale. Vous voyez ici, donc, ces charges peuvent accueillir des porteurs, ils peuvent libérer des porteurs. Et donc, le bilan des charges, donc la charge côté métallique est équilibrée par la charge de ce conducteur et par la charge échangée avec ces états. Et dans ce cas, l'expression du potentiel appliqué, donc, il va avoir cette expression. Donc, il y a, en plus, va apparaître c'est la charge associée à ces états d'interface à côté de la charge dans la zone d'espace, la zone de charge d'espace. Et par conséquent, donc, la capacité de la structure sera la mise en série de la capacité de l'isolant avec deux capacités en parallèle qui sont celle du semi-conducteur et celle des états d'interface. Et cette capacité due aux états d'interface est donnée par cette expression, c'est-à-dire elles sont reliées cette capacité est reliée aux états d'interface à travers la charge élémentaire. Et donc là, c'est le schéma équivalent de la structure selon la fréquence décimale de la composante
alternative superposée à la composante continue. Donc, pour euh, le régime quasi-statique, c'est-à-dire pour des fréquences très basses, de l'ordre de quelques hertz ou voire moins, donc la capacité de la structure, c'est la capacité de l'isolant en série avec deux capacités en parallèle qui sont celles du semi-conducteur et celles des états d'interface. Si on est si on a un signal de moyenne fréquence, entre, disons, entre 1 kHz et 10 kHz, donc ici, il y a ces charges, ces états d'interface se déchargent avec un certain retard, donc schématisé par cette résistance. Par contre, si on a un signal de haute fréquence, donc ces charges ne peut pas suivre l'évolution du signal et on retrouve les deux capacités mises en série, celle de l'isolant et celle du semi-conducteur. Et donc voilà, ici, un peu le résumé de l'évolution de la caractéristique située pour la structure mise de type, pour un semi-conducteur de type P. Donc, pour le régime d'accumulation, donc on a ici, on retrouve la capacité de l'isolant. Et donc, on s'approche du régime de déplétion. Donc, il y a la mise en série de deux capacités, celle de l'isolant et celle de la zone de charge d'espace du semi-conducteur. Et la résultante des deux diminue, donc la capacité totale diminue. Et lorsqu'on s'approche du régime d'inversion, donc tout dépend de la fréquence du signal appliqué. Donc si le signal, plutôt la fréquence du signal est basse, donc on retrouve la branche d'accumulation qui est la capacité de l'isolant. Par contre, si là où la fréquence du signal est élevée, donc on va retrouver la capacité minimale qui est pratiquement constante. Ça, si la vitesse de balayage est petite. Par contre, si la vitesse de balayage est importante, donc cette capacité minimale continue à diminuer un peu. Par contre, pour un semi-conducteur de type N, vous voyez, l'accumulation est obtenue pour les tensions positives et l'inversion pour les tensions négatives, donc contrairement au cas du semi-conducteur de type E. Et même la branche haute fréquence donc, est sur la gauche, alors que pour le semi-conducteur de type E, elle est de ce côté-là. Et c'est la même évolution, seulement c'est l'allure qui change un peu ici pour le régime d'inversion. Donc, pour l'accumulation, c'est toujours la capacité de l'isolant. Donc, ici, c'est l'équivalent, la structure est équivalente à deux capacités en série, celle de la zone de charge d'espace et celle de l'isolant. Et la capacité totale diminue. Lorsqu'on arrive ici, on s'approche des régimes d'inversion. Donc, il y a deux situations selon pour la basse fréquence, donc on retrouve cette branche qui correspond à la capacité de l'isolant. Et par contre, si le signal est élevé, donc on retrouve la branche haute fréquence. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture.